Le professeur Labauche nous a rejoint. Merci professeur, nous vous laissons la place et comme c'est indiqué sur cette diapo, nous allons évoquer les critères de diagnostic, les nouveaux critères. C'est important le diagnostic puisque ça détermine aussi la rapidité avec laquelle on va pouvoir agir, interagir. Merci professeur. Merci. Bon, j'ai pas pu être là en début d'après-midi puisqu'il y avait la journée des internes de l'interrégion sud que j'assurais et ça vous concerne parce que c'est les neurologues de demain, donc quand même il faut bien former. Alors, on m'avait proposé un autre thème sur la physiopathologie de la maladie. Alors je me suis dit que ça serait un peu compliqué parce que finalement je ne sais pas trop si on connaît la physiopathologie de cette maladie. Et en fait j'ai fait un diaporama complètement nouveau sur un petit peu la vision sur les nouveaux critères de diagnostic de la sclérose en plaques en 2011. Alors, pourquoi s'intéresser à ça avant de rentrer dans des choses compliquées, d'abord c'est une maladie chronique, c'est important, c'est-à-dire que ce n'est pas un événement unique dans le temps. Par exemple, un problème infectieux, c'est temporel et puis ça va disparaître. C'est une maladie qui récidive. Ça, tous les malades le savent, les accompagnants. Donc avec un risque, c'est la question qu'on nous pose, de nouveaux événements et donc on appelle les poussées. Et ça, ces deux notions de chronicité et de récidive impliquent des mots que dans la communauté de la sclérose en plaques, on appelle dissémination temporelle et spatiale. De temps en temps, vous entendrez les neurologues dire « mais il n'y a pas de dissémination spatiale mais temporelle » ou l'inverse. Souvent, les gens sont un peu perdus parce qu'on ne sait pas du tout ce que ça veut dire. La dissémination dans le temps et dans l'espace, c'est en fait la définition de la maladie. Et les diagnostics différentiels, c'est les événements isolés dans le temps, maladie infectieuse, événements isolés dans l'espace. Par exemple, quelque chose que vous connaissez, les hernies discales. Les hernies discales, c'est une atteinte de la moelle épinière qui entraîne au maximum une compression de la moelle, avec des symptômes cliniques, mais c'est juste à l'endroit de la compression. À distance, il n'y a pas de répercussion. Donc on voit bien un petit peu, en matière de neurologie, ce qui oppose cette maladie par rapport à d'autres événements médicaux isolés dans le temps ou dans l'espace. Alors du coup, on applique cette notion simple de maladie chronique et récidivante pour avoir des critères diagnostiques. Et on vient, d'il y a pratiquement 30 ans, des critères cliniques en fait de diagnostic de la maladie, parce qu'à l'époque, c'était le début de l'IRM, le tout début de l'IRM. La ponction lombaire avec le fractionnement oligoclonal, quand on vous dit qu'il y a un aspect inflammatoire, était en train d'arriver depuis les années 75. Et donc, Charles Poser, qui est décédé maintenant, qui est un neurologue américain, avait posé comme critère clinique de la maladie d'avoir dans le temps et dans l'espace une dissémination et au moins deux poussées différentes. Donc, par exemple, une névralgie faciale, puis quelques années après, un trouble de l'équilibre, ou des fourmillements d'un bras, et quelques années après, des troubles de la main. Et donc on a vécu pendant pas mal d'années sur ces critères cliniques, et d'ailleurs dans des études ou d'épidémiologie ou thérapeutique, jusque dans les années 97, on utilisait encore, pour inclure les malades, pour mieux les suivre, les critères diagnostiques de Charles Poser, qui étaient au moins d'avoir deux poussées dans le temps et dans l'espace différentes. C'est arrivé l'IRM, puisque c'était vraiment le carrefour de la prise en charge de votre maladie, l'application de l'IRM et puis l'application des traitements, qui a permis en 1997, par un consortium en fait hollandais et anglais, dont le leader était Barkov, toujours vivant, Frédéric Barkov, qui est neuroradiologue en Hollande, de dessiner en fait des critères sur l'IRM de diagnostic de la maladie. Donc là, vraiment, c'était une pierre fondamentale, c'est-à-dire que c'était plus la clinique, c'était l'IRM, en comptant les tâches, entre guillemets, qui permettait d'asseoir le diagnostic de sclérose en plaques. Effectivement, dans le papier initial de Barkov, le cut-off, la coupure, c'est 9 lésions. C'est-à-dire que si sur l'IRM, vous avez 9 taches blanches, comme on voit ici, 9 hypersignaux, ça veut dire que dans l'espace neurologique, cerveau, moelle épinière, vous avez une maladie qui est déjà diffuse. Donc ça, c'est de l'initiation spatiale. Mais il reste la dissémination temporelle, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir plein de lésions et rien dans le temps. Et donc, comment appuyer la dissémination temporelle? C'est d'avoir, en fait, sur une IRM de contrôle, quelques mois après, des nouvelles lésions ou des lésions qui prennent le gadolinium. Ce qui veut dire que vous allez avoir sur la première IRM une maladie diffuse au niveau neurologique et une maladie également dans le temps
qui va continuer à évoluer, c'est la dissémination temporelle. Et au fur et à mesure de la connaissance et du suivi de groupes de malades, on a eu un affinement des critères diagnostiques. Et vous avez ici les dates charnières. 97, donc c'est la première étude en IRM qui a validé les critères diagnostiques neuroradiologiques. 2001, et sûrement vous avez entendu parler, c'est le fameux critère de McDonald, qui était neuroradiologue donc à Londres, Queen's Square, qui a appliqué les critères radiologiques et cliniques également pour arriver au diagnostic de la maladie, qui ont été revisités de nouveau en 2005. Et donc jusqu'à l'année dernière, jusqu'en décembre 2010, on a appliqué ce qu'on appelle, nous, les critères de McDonald révisés, qui sont basés sur l'IRM, avec au moins 9 lésions. Donc ça, c'est l'éducation spatiale. Si on n'avait pas assez de lésions, eh bien, on pouvait rajouter la ponction lombaire. C'est-à-dire que la ponction lombaire, si elle montrait un aspect inflammatoire, validait en fait un certain nombre de lésions. Et effectivement, pour la première IRM, si on avait moins de 9 lésions, on pouvait faire une ponction lombaire et exiger à ce moment-là au moins 2 lésions, 3 ou 4, ce qui permet de diminuer le nombre de lésions au total sur la première IRM. Et la dissémination dans le temps est toujours validée par l'apparition de nouvelles lésions sur l'IRM ou une prise de gadolinium, qui veut dire que la maladie, même si le malade va bien, est une maladie, cette fois-ci, chronique. Mais, alors qu'on appliquait ces critères, qui semblaient robustes, parallèlement, vous avez des études de suivi de malades, en 2002 et également en 2007, qui étaient chargés de suivre des malades qui ont fait un premier événement, par exemple une névrite optique ou une myélite, donc des événements centraux clairement inflammatoires, et de voir si l'IRM initial permettait de préjuger le risque de devenir une sclérose en plaques. Et donc, dès 2002, il a été montré qu'en fait, le seuil était à 2 lésions. C'est-à-dire qu'il y avait la pratique clinique courante qui exigeait 9 lésions, mais en fait, on savait déjà dans des études épidémiologiques, en 2002, puis l'étude de Swanton en 2007, qu'en fait, tout se passait à supérieur ou égal à 2 lésions. C'est-à-dire que le même malade qui présentait par exemple une myélite, et sur l'IRM initial qui n'avait pas de lésion ou une lésion, le risque de devenir sclérose en plaques 15 ans après est aux alentours de 15%. Le même malade avec la même clinique, qui sur l'IRM initial avait 3 ou 4 lésions, ce risque de devenir sclérose en plaques 15 ans après est de 90%. Et donc ça, c'est une donnée très importante, parce que ça permet de comprendre les nouveaux critères diagnostiques. L'étude de Brex, c'est vraiment l'étude charnière en 2002, un suivi donc sur 14 ans de malades, 0 une lésion, peu de risque de devenir sclérose en plaques 15 ans après, supérieur ou égal à 2 lésions, donc on est largement en dessous des 9 tâches en IRM. Le risque de devenir sclérose en plaques 15 ans après est de 90%, et parallèlement, il était subodoré dans ces études qu'il n'était plus même nécessaire de réaliser des ponctions lombaires, tellement l'IRM était solide. Et donc on arrive aujourd'hui, en 2011, avec des critères révisés donc, qui s'appellent les critères de Polman 2010, parce qu'ils ont été en fait élaborés dans une réunion en mai 2010 à Dublin, en Irlande, et ils ont été publiés en 2011 dans le journal de référence neurologique qui est Annals of Neurology. Et ces critères, en fait, sont la reprise des études de 2002-2007 en disant que finalement, au départ, sur le premier événement, c'est la première fois que le malade vient voir un neurologue, l'IRM étant déjà souvent prescrite par le médecin généraliste, il suffisait d'avoir 2 lésions inflammatoires pour affirmer que c'était une maladie dans l'espace déjà disséminé. Donc on arrive à un seuil de détection très bas. Deuxième point, sur cette même IRM, qui peut être prescrite par un médecin généraliste sans savoir lui-même qu'il va chercher une sclérose en plaques, il suffit d'avoir une prise de gadolinium qui n'explique pas les symptômes cliniques pour affirmer la dissémination temporelle cette fois-ci. Donc on voit que sur la première IRM, parce que c'est ce que je suis nommé un diagnostic minute, sur la première IRM, prescrite pour des symptômes pratiquement non spécifiques, fourmillement d'une main qui dure quelques semaines, prescrite souvent par un médecin généraliste, en fait, beaucoup de choses sont données, puisque si vous avez 2 lésions inflammatoires, alors on ne voit pas très bien ce que c'est allumé, mais ici, on les voit ici, plus une prise de gadolinium à distance sur la même IRM, vous avez un diagnostic déjà de sclérose en plaques. On venait, simplement pour rappel, en 2005, d'avoir au moins 9 lésions
qu'il fallait compter et avoir une nouvelle lésion ou une prise de gadolinium sur une IRM faite à distance. Et donc on voit qu'un seul examen peut suffire. Et deuxième point, la ponction lombaire dans les nouveaux critères n'est plus du tout demandé, ce qui permet d'avoir un diagnostic indolore, entre guillemets, et reproductible. Mais attention, le nombre ne fait pas la qualité, mais ça on le sait bien sur Terre. À gauche, vous avez une IRM, il y a plein de plaques, plein d'hypersignal, plein d'hypersignal. Mais en fait, ils n'ont pas du tout les critères de maladie inflammatoire. Par exemple, c'est ce qu'on voit dans la migraine. Alors, c'est là où la lecture très analytique de l'IRM doit être obligatoire, à la fois par le neuroradiologue et le neurologue. Nous avons des critères. Ces hypersignaux doivent se situer ce qu'on appelle, nous, dans la substance blanche. C'est là où, en fait, vous avez le maximum de myéline. Il doit y avoir une morphologie ovalaire, comme vous pouvez voir ici. Et ils doivent être perpendiculaires à l'axe des ventricules. Vous avez les ventricules ici, avec un axe, et votre lésion, pour avoir les critères de lésion inflammatoire, doivent être perpendiculaires à l'axe des ventricules. Donc là, par contre, on abaisse le nombre de lésions exigées pour affirmer la dispersion spatiale, mais par contre, la lecture doit être beaucoup plus rigoureuse, car le risque, bien sûr, de porter des diagnostics par excès de scores en plaques peut être facile si on s'arrête simplement à compter les lésions. Il faut les compter, mais il faut surtout avoir leurs caractéristiques de scores en plaques au départ. Et donc, si on résume les nouveaux critères, le poids de l'IRM s'est encore accru dans les diagnostics actuels de scores en plaques. C'est la première IRM en fait, qui va conditionner énormément d'éléments pour le diagnostic futur. C'est des critères assez simples, finalement, 2 hypersignaux, 2 tâches en IRM, mais dont la lecture doit être rigoureuse. Elle est simple également, mais doit être rigoureuse. Ce sont des hypersignaux de maladie inflammatoire qui intéressent la substance blanche, de topographie et de forme particulière. L'avantage de ces nouveaux critères, c'est qu'ils sont indolores. La ponction lombaire, sauf cas exceptionnel, n'est plus du tout requise dans les premiers événements de la maladie. Alors, je suis sûr que beaucoup de gens ont eu des ponctions lombaires il y a 10 ans, 15 ans, voire plusieurs ponctions lombaires. Ce sont des critères reproductibles. Avec les champs des IRM, il suffit d'avoir la même coupe et que vous soyez à Béziers ou à Paris, il suffit d'avoir le CD avec vous et que le radiologue fasse les mêmes coupes. Ça permet de comparer les lésions et de voir s'il y a une évolution en fait en nombre de lésions. Donc, la comparaison et la reproductivité sont importantes. Bien sûr, c'est mobile. Actuellement, tous les malades ont une petite planche imprimée sur papier plus un CD, ce qui permet d'être vu par beaucoup d'intervenants et que vous ayez votre dossier médical avec vous. Mais par contre, ce qui est exigible, c'est la lecture attentive de chaque lésion pour bien les retenir comme dues à une maladie inflammatoire et pas du tout dues à d'autres pathologies. Je crois que c'est